Corrigé du TP, la cancérisation, un phénomène complexe et multifactoriel. Dans cette activité, on cherche à comprendre le phénomène de cancérisation et à expliquer comment l'environnement et ou le génome peuvent induire la cancérisation des cellules. Une tumeur est un amas de cellules cancéreuses. Ici, la tumeur est présente dans le poumon droit. La réalisation de biopsie, c'est-à-dire qu'on prélève une petite portion de tissu cancéreux et on l'analyse, en particulier en l'observant au microscope, on peut observer que dans le tissu pulmonaire cancéreuse, les alvéoles pulmonaires ont presque entièrement disparu par rapport au tissu sain. Les cellules des alvéoles pulmonaires qui normalement ne forment que la paroi sont beaucoup trop nombreuses par rapport au tissu sain. Cette différence peut s'expliquer par une prolifération massive de ces cellules des parois des alvéoles. Ces cellules ont tout envahi. Quelle est l'influence des facteurs environnementaux sur cette prolifération massive des cellules? D'après le document 1 de la fiche TP et le document 1A, page 340, le risque d'avoir un cancer est nettement plus élevé chez les fumeurs ou anciens fumeurs. On nous indique que chez les personnes ayant développé un cancer bronchopulmonaire, 9 sur 10 fument ou ont fumé. Le danger est d'autant plus important que l'on a commencé à fumer jeune et que l'on est gros fumeur. On dénombre 25 fois plus de cancers chez les gros fumeurs. Le document 1A, page 340, montre de plus que les poumons ne sont pas les seuls organes touchés par le cancer chez les fumeurs. Il y a tout ce qui concerne la gorge et l'œsophage, la bouche, les voies urinaires et la vessie, le pancréas, le foie et le nez. Ce document présente le risque relatif d'être atteint par un cancer, c'est-à-dire le risque d'être atteint quand on fume par rapport au risque d'être atteint quand on ne fume pas. Si le risque relatif est égal à 1, alors il n'y a pas plus de risque pour un fumeur que pour un non-fumeur. En revanche, si le risque relatif est supérieur à 1, le risque est plus grand pour le fumeur. Par exemple, pour le poumon, un risque relatif de 9 indique qu'il y a 9 fois plus de risque de développer un cancer du poumon lorsqu'on fume que lorsqu'on ne fume pas. On constate que le risque relatif est le plus grand pour le poumon, ce qui n'est pas étonnant puisque les poumons sont parmi les premiers organes en contact avec les substances présentes dans la fumée de cigarette, avec la gorge, l'œsophage et la langue, qui sont des organes qui présentent eux aussi un risque élevé, jusqu'à plus de 3 fois plus de risque de cancer. Les produits inhalés dans la fumée de cigarette passent en partie dans le sang et vont être épurés par le foie, puis les reins, ce qui explique les risques plus élevés pour ces organes. Le lien entre tabagie et cancer du col de l'utérus apparaît ici quand même plus mystérieux. On peut donc imputer l'augmentation du risque de développer un cancer du poumon et des autres organes aux substances présentes dans la fumée de cigarette. Ceci est confirmé par le document 1B de la page 340. La fumée de cigarette contient pléthore de molécules identifiées comme des poisons, des irritants et des cancérigènes avérés. Elle contient même des éléments radioactifs. On a recherché l'effet d'une de ces substances, un hydrocarbure, c'est-à-dire un dérivé du pétrole, sur l'ADN. On constate que cet hydrocarbure se fixe sur l'ADN par des liaisons covalentes, c'est-à-dire des liaisons solides, ce qui entraîne un désenroulement de la molécule d'ADN. Ce désenroulement peut rendre impossible la réplication de l'ADN lors de la division cellulaire, entraînant la survenue de mutations à l'origine de cancer. On cherche à montrer que la cancérisation, c'est-à-dire l'apparition accrue de mutations dans les cellules, ne dépend pas que de l'environnement, mais aussi de facteurs génétiques, autrement dit de facteurs héréditaires. On vient de voir que certaines molécules vont léser la molécule d'ADN et induire des mutations aboutissant à la cancérisation. On a pu déterminer
que le gène P53 est impliqué dans 50% au moins des cancers. On a suivi la mortalité de différents groupes de souris en fonction des allèles qu'elles possèdent pour ce gène P53. L'allèle P53 code pour une protéine fonctionnelle P53 et l'allèle P53- code pour une protéine qui sera non fonctionnelle. On a 3 lots de souris. Le lot 1 est formé de souris homozygotes P53+, avec par conséquent 2 allèles normaux et produisant des protéines P53 fonctionnelles. Il s'agit du lot témoin. Le lot 2 est formé de souris hétérozygotes P53+, P53-. Elles produiront des protéines P53 fonctionnelles, mais en quantité moindre, puisqu'elles n'ont qu'un seul allèle P53+. Le lot 3 est formé de souris homozygotes P53-. Elles ne produisent aucune protéine P53 fonctionnelle. On constate que chez ces souris homozygotes pour l'allèle P53-, la longévité ne dépasse pas 250 jours, avec, après 100 jours, une augmentation très importante du nombre de décès de souris, imputable pour la plus grande majorité à des tumeurs. Alors que pour les souris témoins, le taux de survie à 500 jours dépasse les 90%. Il est même proche de 100%. On peut donc faire l'hypothèse que la protéine P53 est impliquée dans le non-développement de cancer. Cette hypothèse est confirmée par les résultats obtenus avec le lot 2, lorsque les souris produisent de la protéine P53 en moindre quantité. Elles ont une meilleure survie que les souris ne produisant aucune P53 fonctionnelle, mais elles ont une moins bonne survie que les souris produisant normalement de la P53. La protéine P53 peut donc être considérée comme une protéine suppresseur de tumeurs. Avec l'IMOL, on peut visualiser la protéine P53 associée à de l'ADN. On constate que 4 protéines P53 entourent la molécule d'ADN en formant un tétramère. Par contre, la modélisation proposée par l'IMOL ne permet pas de savoir quoi que ce soit sur la façon dont la protéine P53 intervient pour limiter ou supprimer les dégâts causés par les mutations. On cherche à préciser l'influence des facteurs génétiques qui s'ajoutent aux facteurs environnementaux par l'étude de l'arbre généalogique d'une famille dans laquelle on a identifié les allèles du gène P53. D'après l'arbre généalogique et le document d'information, de nombreuses personnes sont atteintes de cancer dans cette famille. On constate que 6 personnes sur 16, soit 37,5% des individus, ont développé un cancer. C'est un premier argument en faveur d'un risque héréditaire d'avoir un cancer, car l'occurrence normale dans une population en France, c'est à peu près 0,6%. Un deuxième argument est donné par le type de cancer dans cette famille. Les cancers développés sont tout à fait différents les uns des autres. On aura des cancers du foie ou du sein, des cancers au niveau des reins mais dans 2 parties différentes des reins, et des cancers du système nerveux touchant de la même manière des tissus différents du système nerveux. On est donc face à la transmission d'un risque d'avoir n'importe quel cancer, et non face à la transmission d'avoir un cancer particulier, comme le cancer du sein par exemple. Pour montrer qu'une mutation somatique a contribué à la genèse des cancers chez ces personnes, et pour proposer un mécanisme ayant contribué à l'apparition de cancer chez la personne 1-1, donc la première personne dans la famille présentant un cancer, il est nécessaire d'analyser les génomes avec Génigène, mais d'analyser aussi l'arbre généalogique sur lequel on va indiquer les différents allèles. Donc dans Génigène 2, on va ouvrir la séquence famille P53 New Eddy.
Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout désélectionner. On va sélectionner uniquement la séquence MUT 244 et on va la supprimer puisque c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, on se rend compte qu'on a énormément de séquences qui ont été étudiées, mais que malgré tout, ça ne représente pas tous les individus. Cependant, dans le document annexe à l'arbre généalogique, on nous dit bien que certaines séquences, comme par exemple les individus 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 et 3.2, ont le même génotype. On n'a pas besoin de les avoir tous. On constate bien que ce qu'on nous donne, ce sont les allèles du gène P53 pour les cellules non cancéreuses, CN, et pour les cellules cancéreuses, CC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien se rappeler que puisque dans une paire de chromosomes, il y a 2 chromosomes, alors pour un même gène, il y a 2 allèles. On aura donc l'allèle 1 du premier chromosome et l'allèle 2 du deuxième chromosome. Donc la première chose à faire, c'est comparer ces différentes séquences. Donc on va toutes les comparer d'un coup. On sélectionne, action, aligner les séquences sélectionnées et on obtient la comparaison. Donc pour l'instant, aucune différence. On nous indique ici la différence, donc on va y aller tout simplement. Et on va faire une capture d'image. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas supprimer cette partie-là de façon à avoir tout d'un coup, mais c'est pas grave. On fera un petit montage. Donc voilà ce qu'on obtient après passage dans un petit logiciel de dessin. Tout est ensemble et je n'ai gardé que ce qui était intéressant. Inutile d'avoir toute la grande séquence, ça induit des erreurs parce qu'en tout cas en ce qui me concerne, moi je ne sais plus du tout où j'en suis. Voilà, donc je dois ensuite traduire ces séquences pour voir la conséquence de la mutation au niveau de la séquence peptidique. Donc action, traduire, les séquences sélectionnées. Donc ces séquences apparaissent ici. Et là de nouveau, eh bien, on va avoir un petit peu le même problème puisque tout n'apparaît pas. Donc il faudra faire des captures et un petit montage. Donc on va aller regarder la conséquence de la mutation. Donc au niveau de l'acide aminé 245, 6, 7, 8. Donc de la même manière, eh bien, on va tout sélectionner et on va aligner les séquences. Ah, zut. Il ne faut pas que je sélectionne, bien sûr, l'ADN. Donc voilà, j'ai désélectionné l'ADN. Ça va aller beaucoup mieux pour comparer les séquences. Donc on va directement sur le petit curseur. Et on peut constater que chez les individus qui ont la mutation, eh bien, l'acide aminé GLI est muté en acide aminé SER dans la protéine P53. Donc pour illustrer le compte-rendu, on peut faire une capture d'image. Donc de la même manière, on rapproche de façon à n'avoir que la partie qui est intéressante. Donc on peut ensuite analyser l'arbre généalogique et établir le génotype pour les différentes personnes. Dans la famille de cette activité, donc pour démontrer l'influence génétique sur la survenue des cancers, eh bien, il fallait établir précisément, tout d'abord, le génotype des individus. Donc pour établir ce génotype, on utilise le document obtenu avec Génigène. Et on va indiquer pour chacun des individus de l'arbre généalogique, pour lesquels bien sûr on a des informations, on va établir le génotype et l'indiquer sur l'arbre généalogique. Donc, on va commencer la liste dans l'ordre. Donc on voit qu'on a bien comparé des cellules non cancéreuses et des cellules cancéreuses. Donc pour ces cellules cancéreuses et ces cellules non cancéreuses, on connaît la séquence de l'allèle P53. Donc normal, un nucléotide G, muté, un nucléotide A dans la position 730.
Donc, premier individu, l'individu 2,4. Donc, 2,4, le voici. Il a un cancer. Donc, il aura donc des cellules non cancéreuses et des cellules cancéreuses. On nous donne le génotype des allèles cancéreuses. Cet individu, pour l'allèle 1, c'est normal. Pour l'allèle 2, l'allèle est muté. Donc, je vais indiquer en noir les chromosomes des cellules non cancéreuses. Et je choisis d'indiquer l'allèle normal plus en vert et l'allèle anormal moins en bleu. J'ai fait cet individu, je le barre dans ma liste, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Ensuite, l'individu 2,1. Cet individu 2,1, il a 2 allèles normaux. Donc, je vais indiquer ses chromosomes. Donc, il n'a pas de cancer, il n'a que des cellules non cancéreuses avec 2 allèles normaux plus. Donc, on peut écrire sur l'arbre généalogique les allèles sur les chromosomes, mais on peut aussi utiliser une autre nomenclature telle qu'elle vous est présentée dans les consignes du TP en écrivant que cet individu est P53+, 2 chromosomes, deuxième allèle, P53+. Et donc pour cet individu, on écrira alors P53+, P53-. Puisque j'en ai terminé avec l'individu 2,1, je le raye. Pour ce qui est de l'individu 3,1, on me donne le génotype des cellules non cancéreuses ainsi que le génotype des cellules cancéreuses. Donc mon individu 3,1, dans ses cellules non cancéreuses, il a un allèle normal et un allèle muté. L'allèle 2 est muté, l'allèle 1 est normal. Et dans ces cellules cancéreuses, l'allèle 1 est lui aussi muté. Donc pour cet individu, j'aurai 2 génotypes à indiquer. Les cellules non cancéreuses, qui sont donc P53+, P53-, et les cellules cancéreuses. Donc je choisis pour bien différencier d'indiquer les chromosomes en rouge. Et dans ce cas-là, les cellules cancéreuses ont 2 allèles mutés P53-. Donc, à l'aide du document Génigène, on peut indiquer le génotype de tous les individus de la liste. Donc voilà, tout est complété. Avec Génigène, on avait jusqu'à l'individu 3,5. Et puis, on nous donnait quelques informations. On nous disait que 2,1, 2,3, 2,5, 2,6 et 3,2 ont le même génotype. Sachant que 2,1 est uniquement P53+, P53+, et bien 2,3 est P53+, 2,5 P53+, P53+, 2,6 P53+, P53+, 3,3 est égal à 3,3 est égal à 3,4 pour les cellules non cancéreuses, donc il est P53+, P53-. J'ai oublié 3,2 ici, donc P53+, P53+. Et puis pour les 3 enfants, 3,6, 3,7 et 3,8, il était très facile de déterminer le génotype, puisque si les parents sont homozygotes P53+, P53+, alors les enfants sont nécessairement P53+, P53+. Donc, une fois qu'on avait complété cet arbre généalogique, il nous fallait répondre à 3 questions. Donc la première question, justifier en quoi les données sur les génotypes des personnes atteintes montrent qu'une mutation somatique a contribué à la genèse de leur cancer. Donc ce que l'on peut constater dans l'arbre généalogique, c'est que les individus qui sont P53+ uniquement ne développent pas de cancer. On est dans la proportion normale dans la population, c'est-à-dire aux alentours de 0,5% de cancer, donc ils n'ont pas plus de cancer que d'autres personnes. En revanche, si on regarde ce qui se passe chez un individu qui est
P53+, P53- dans ces cellules normales, les cellules non cancéreuses, et qui a développé un cancer. Ces cellules cancéreuses possèdent 2 allèles P53-, alors que le reste de son organisme, dans les cellules, les allèles sont P53+, P53-. On ne peut expliquer ceci que par une mutation somatique. Donc il faut bien comprendre que cet allèle P53- lui a été transmis héréditairement par probablement sa mère, puisqu'on en connaît, enfin pas probablement, par sa mère, on connaît le génotype du père, il ne possède pas l'allèle P53-, on ne connaît pas le génotype de la mère, mais elle est décédée d'un cancer, il est donc fort probable que cette femme avait les allèles plus et moins, et elle a transmis à sa fille cet allèle P53-. En revanche, cet allèle-ci P53-, il n'a pas pu apparaître héréditairement, puisque dans les cellules de l'organisme, c'est un allèle P53+. Cet allèle P53-, il est donc nécessairement survenu à la suite d'une mutation dans une cellule somatique. Cette mutation, elle a eu lieu dans une cellule somatique, en fait, la première cellule qui a muté et qui ensuite, par prolifération, a donné une lignée de cellules cancéreuses qui s'est développée en tumeur. Deuxième question, indiquer en quoi le génotype de 3.3 conduit à nuancer l'idée de cancer héréditaire. Parce que si on parle de cancer héréditaire, on sous-entend que nécessairement, tout parent possédant développement un cancer, y compris dans cette famille, va transmettre à son enfant un cancer. La capacité et le développement d'un cancer. Alors si on regarde déjà donc toujours notre couple de 1, de 2, la femme de 2, parmi ses enfants, un seul a développé un cancer. Et si on prend l'individu 3.3, cet individu 3.3 possède l'allèle muté P53-, mais il n'a pas développé de cancer. Ce qui montre bien que la transmission n'est pas complètement héréditaire. Enfin, c'est-à-dire que la transmission est héréditaire, mais le cancer lui-même, la survenue d'un cancer n'est pas héréditaire. On a vu dans le début de cette activité que le développement d'un cancer dépend de facteurs environnementaux qui induisent une plus grande fréquence de mutations qui ne peuvent pas être réparées et qui peuvent déboucher sur la formation de cancer. Eh bien, c'est ce qui se passe chez cet individu. Cet individu, il est P53+, P53-. Donc, normalement, si on reprend le document des souris, il produit moins de protéines P53 fonctionnelles qu'un individu ayant les 2 allèles P53+. Mais il en produit quand même. Donc, pour l'instant, il n'a pas développé de cancer. On peut faire l'hypothèse que son système de réparation de l'ADN, pour l'instant, bien qu'il soit plus faible que chez une personne normale, est suffisamment fonctionnel pour lui permettre de ne pas développer de cancer. Donc, on aura une prédisposition à avoir un cancer, puisqu'il a moins de protéines P53-, et ceci de façon héréditaire transmis par la mère, mais le cancer en lui-même n'est pas héréditaire. Dernière question. Proposer un mécanisme qui peut avoir contribué initialement au cancer du premier individu de la lignée, c'est-à-dire l'individu 1.1. Dans les infos qu'on nous donne, on nous dit qu'il n'y a pas de cancer chez les parents de 1.1. Cependant, les enfants de 1.1 possèdent l'allèle P53+, P53-. Ce qui veut dire que notre individu 1.1, lui, il a nécessairement l'allèle négatif P53-, puisque ses parents le possèdent, ses enfants le possèdent. Et il a l'allèle P53+. Mais on nous dit qu'il n'y a pas de cancer chez les parents, ce qui sous-entend que les parents, eux, étaient tous les deux P53+, P53+. Comment expliquer que ces individus qui étaient P53+, ont pu transmettre un allèle P53-? Eh bien, uniquement par la survenue d'une mutation dans les cellules germinales. L'allèle P53+, a été muté en allèle P53-,
dans une ou plusieurs cellules germinales. Ces cellules germinales auront donné des gamètes qui, lors de la reproduction, auront pu être transmis à l'individu 1,1 qui acquiert alors un allèle P53-, qu'il transmettra à sa descendance. Donc en résumé, la survenue de cancer est liée à des facteurs environnementaux par des agents mutagènes, mais elle dépend aussi de facteurs génétiques. On a pu déterminer que 50% des cancers sont liés à la formation d'une protéine P53 dysfonctionnelle en raison de la substitution d'un nucléotide G en nucléotide A en position 730, aboutissant à la substitution de l'acide aminé GLI par un acide aminé SER, rendant ainsi la protéine P53 non fonctionnelle. D'après l'étude des génomes de la famille, les individus qui ont développé un cancer sont hétérozygotes pour l'allèle muté et leurs cellules cancéreuses sont homozygotes pour l'allèle muté sur l'un des deux chromosomes. L'allèle muté est hérité de l'individu 1,1 sur l'autre chromosome. L'allèle muté est issu de la mutation de l'allèle P53+ dans une cellule somatique. Cette cellule somatique étant à l'origine d'une lignée de cellules homozygotes pour l'allèle P53- qui ont proliféré, formant ainsi une tumeur cancéreuse. En résumé, la cancérisation est due à des mutations dans l'ADN de certaines cellules qui deviennent alors cancéreuses et prolifèrent de façon anarchique. La fréquence de ces mutations augmente sous l'effet de certains facteurs environnementaux, comme les substances présentes dans la fumée de cigarette. Ces facteurs environnementaux sont dits mutagènes. La fréquence de ces mutations dépend aussi de facteurs génétiques, comme dans le cas du gène P53, où sa mutation se traduit par une très nette augmentation de la survenue de cancer, sachant que la protéine P53 est une protéine suppresseur de cancer. Si elle ne peut plus exercer sa fonction, l'occurrence des cancers augmente.